La Renaissance est une période de l'histoire de l'Europe. Elle est née en Italie au XVe siècle, puis s'est développée dans toute l'Europe, entraînant une véritable révolution dans les arts et les sciences, et notamment dans la peinture. La peinture du Moyen-Âge était caractérisée surtout par des thèmes religieux. Les peintres de la Renaissance, au contraire, s'intéressent à la nature, au corps humain, et s'inspirent des légendes de l'Antiquité. Ce qui est nouveau aussi, c'est qu'ils respectent la proportion, qu'ils créent l'impression de mouvement et améliorent les techniques de perspective. Paolo Uccello est un des peintres de la Renaissance italienne. Il est né à Florence en 1397 et son œuvre la plus célèbre est la bataille de San Romano, une bataille qui a opposé les Florentins et les Siennois en juin 1432. La bataille de San Romano d'Uccello est un ensemble de 3 tableaux. Celui-ci, le premier, représente le chef de Florence, Niccolò Mauruzzi da Tolentino, à la tête de ses troupes. Niccolò et son écuyer sont les seuls à avoir une apparence humaine et de beaux costumes. C'est le début de la guerre. Il y a encore peu de corps sur le sol. Les chevaux sont cabrés, ornés de riches armures, et on peut voir ici tout le travail d'Uccello pour créer une impression de mouvement. Pour cette œuvre, l'artiste a utilisé la technique de la peinture à l'œuf, appelée tempera, sur des panneaux en bois de peuplier de plus de 3 mètres de haut. Elle est aujourd'hui exposée à la National Gallery de Londres. Saint-Georges et le Dragon est un autre tableau de Paolo Uccello qui date d'environ 1470. La scène est assez simple à comprendre. Un dragon terrorisait la ville et détenait la princesse dans une grotte. Saint-Georges vient la délivrer sur son cheval blanc et transperce la tête du dragon. Dans le ciel, l'orage menace et le nuage noir est dans l'alignement de la lance de Saint-Georges, comme si sa victoire était due à une intervention divine. Paolo Uccello utilise l'arme pour souligner l'angle de l'attaque, ce qui crée un espace en 3 dimensions. Les étranges carrés d'herbe illustrent la passion de l'artiste pour la perspective linéaire et son goût pour les motifs géométriques. Cette scène est tirée d'une collection de récits sur la vie des saints, intitulée « La légende dorée », très connue à l'époque puisque c'était l'ouvrage le plus lu au XIIIe siècle. Ce tableau est visible à la National Gallery de Londres. Uccello peint le miracle de l'hostie profanée entre 1465 et 1469. C'est une œuvre en 6 tableaux qui constitue une prédelle, c'est-à-dire la partie inférieure d'un retable. Un usurier juif brûle une hostie qui se met à saigner. L'épouse de l'usurier, enceinte, et ses enfants regardent la scène terrifiés. Le sang s'écoule jusque dans la rue et alerte les soldats qui enfoncent la porte. Ce tableau témoigne de l'hostilité des chrétiens envers les Juifs au Moyen Âge. Né le 15 avril 1452 en Italie, Léonard de Vinci incarne l'homme de la Renaissance par excellence. D'une curiosité et d'une intelligence hors du commun, il étudie les lois de la science et de la nature qui influenceront fortement son travail. Car oui, Léonard de Vinci est un peintre, mais c'est aussi un sculpteur, un architecte, un inventeur, un savant, un ingénieur, bref, un génie. Imaginez qu'au XVe siècle déjà, il étudiait le vol des chauves-souris pour tenter de réaliser des prototypes d'ailes. Déterminé à être peintre dès l'âge de 13 ans, Léonard de Vinci est considéré aujourd'hui comme un des artistes majeurs de la Renaissance italienne. La Joconde, véritable star des musées, est sans doute le tableau le plus célèbre du monde. De Vinci l'a peint entre 1503 et 1506, quand il vivait à Florence. Le portrait serait celui de Mona Lisa, Mona signifie madame en italien, épouse de Francesco del Giocondo. Ce qui est tout à fait nouveau pour l'époque,
C'est le sourire de Mona Lisa, un des premiers sourires dans l'histoire de la peinture. Mais c'est aussi l'harmonie avec le paysage à l'arrière-plan. De Vinci a utilisé pour sa Joconde une technique appelée sfumato, obtenue par la superposition de plusieurs couches de couleurs, qui produit cet effet vaporeux et permet de gommer tous les contours. Volée par un ouvrier italien en 1911, la Joconde est aujourd'hui exposée derrière une vitre blindée au musée du Louvre, à Paris. La Vierge à l'Enfant et Sainte-Anne est une des œuvres qui a demandé le plus de temps à Léonard de Vinci. Ce tableau était peut-être destiné à Louis XII, en l'honneur de sa femme, Anne de Bretagne, mais on n'en est pas sûr. Ce qui est sûr, en revanche, c'est qu'il est resté inachevé. 3 personnages sont représentés ici selon une structure pyramidale, triangulaire, qui rappelle la montagne et qui donne l'impression que les personnages glissent en cascade vers l'avant, vers l'agneau, qui représente le sacrifice. En haut de la pyramide, Sainte Anne porte Marie sur ses genoux, ce qui est très inhabituel. Les 3 générations sont enchevêtrées, comme pour exprimer la descendance. Le bras d'Anne se confond avec celui de Marie, qui elle-même tient son fils. En bas de la pyramide, l'agneau est au bord du précipice. La Vierge essaie de retenir son fils, attiré par l'agneau, et donc par sa propre mort. En somme, l'enfant Jésus semble être la cause de tout le mouvement qui anime la scène. Le portrait de Ginevra de Benchi représente une jeune fille de 16 ans, la fille d'un des meilleurs amis du peintre. C'est un tableau précoce. De Vinci n'avait que 17 ans lorsqu'il l'a réalisé. Ginevra était connue pour être brillante et cultivée. Le peintre la représente ici dans un décor extérieur, très sombre, comme pour faire ressortir l'intensité lumineuse de son visage. Derrière Ginevra, un buisson d'épines représente un genévrier qui rappelle le nom de la jeune fille en italien. Au verso de la peinture, on retrouve d'ailleurs un rameau de cette plante entouré d'une feuille de laurier et d'une palme, avec cette devise en latin « La beauté orne la vertu ». Ce portrait ressemble beaucoup à la Joconde. Comme elle, Ginevra a les mains croisées, mais ce n'est plus visible aujourd'hui parce que le tableau, trop abîmé, a été scié au niveau de la poitrine. Le portrait de Ginevra de Benchi est exposé à Washington. C'est le seul tableau de Léonard de Vinci visible sur le sol américain. Sandro Botticelli est né à Florence dans une famille modeste. Apprenti orfèvre, il rencontre très tôt des peintres qui travaillent à la rénovation des églises et décide de poursuivre son apprentissage chez un artiste peintre. Le jeune Botticelli, qui bénéficie de la protection de la puissante famille Médicis, devient rapidement célèbre et reçoit beaucoup de commandes, notamment de la part de l'Église. Plus tard, il s'éloignera du motif religieux pour représenter des mythes de l'Antiquité, comme la naissance de Vénus. Mais il tombera dans une sorte de fanatisme religieux à la fin de sa vie et brûlera même certains de ses nus féminins. Botticelli peint la Madone du Livre entre 1480 et 1483. C'est une peinture sur bois d'un petit format vertical. La Vierge Marie est assise avec l'enfant Jésus dans un coin de la pièce, devant une fenêtre, la main posée sur un livre ouvert. Les mots qu'on distingue indiquent qu'il s'agit d'un livre d'heures, c'est-à-dire un livre de prière. Symbole de sa future crucifixion, l'enfant Jésus tient les 3 clous de la croix et une couronne d'épines, une convention dans l'iconographie chrétienne. Botticelli ajoute de nombreux détails à la scène. L'ensemble, constitué par les boîtes à ouvrage et la coupe remplie de fruits, évoque davantage une nature morte. Les cerises peuvent représenter le sang du Christ ou symboliser le paradis. Les prunes évoquent la tendresse entre la mère et l'enfant. Et les figues sont souvent symboles de résurrection.
l'artiste utilise de la peinture dorée, très coûteuse. Mais le peintre a passé un accord avec les commanditaires de l'œuvre qui acceptent de la payer. Vers 1475, Sandro Botticelli peint le célèbre L'Adoration des mages. Ce tableau a pour thème l'Épiphanie. Les rois mages sont venus présenter leurs offrandes à Marie et à Jésus qui vient de naître. Marie est placée tout en haut de la scène, comme assise sur un trône, dans un décor de ruines. Ce qui est intéressant dans ce tableau, c'est que Botticelli a donné à plusieurs de ses personnages les traits de certains membres de la famille Médicis qui régnaient sur Florence à cette époque. Et comme pour montrer qu'il était proche de cette famille, le peintre s'est représenté tout à fait à droite de la toile. Et vous voyez, il semble nous regarder. Ce portrait de jeune femme que Botticelli peint entre 1480 et 1485 est une représentation de profil de Simonetta Vespucci, dont le mari était le cousin du grand navigateur Amerigo Vespucci. La beauté de Simonetta était légendaire. Pourtant, Botticelli l'accentue encore en la représentant comme une nymphe, une divinité antique caractérisée par sa beauté et sa jeunesse éternelle. C'est exactement ce que veut alors l'aristocratie, qui redécouvre l'Antiquité, oubliée durant près de 1000 ans de Moyen-Âge. Le fond noir contribue à son idéalisation. Aussi noir que la pierre qu'elle porte autour du cou, il confère du relief au tableau. En regardant bien, vous verrez que Simonetta tourne très légèrement le buste vers le spectateur, comme si elle respirait, comme si Botticelli avait voulu insuffler de la vie à son portrait. D'autres peintres ont marqué la Renaissance en Italie, comme Michel-Ange, Raphaël ou le Titien. On les retrouve dans le second épisode. Et si, en attendant, vous vous faisiez un petit musée